Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 3 octobre 2022 et la Guadeloupe semble faire face à une pollution des eaux de grande envergure. Depuis le 30 septembre, l'Agence régionale de santé a émis un avis de restriction d'usage de l'eau pour les communes de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. En cause, la présence d'aluminium dans des proportions dépassant les limites de qualité autorisées. Le même jour, la ville de Gourbert sortait un arrêté interdisant la baignade au bain des Amours et à la plage de Rivière-Sens. Des analyses réalisées le 22 septembre dernier ont mis donc en évidence une contamination bactériologique de l'eau, notamment par une trop grosse proportion de matière fécale. Donc faites très attention à ce que vous consommez comme eau en ce moment. Et dimanche, aux alentours de 3h du matin, un suraccident s'est produit à l'Ajaï-Bémao. Alors qu'une équipe de route de Guadeloupe intervient pour sécuriser le lieu d'un accident, un homme à bord de son véhicule a foncé dans le tas. Résultat, 6 personnes sont blessées et un agent en service a perdu la vie. Avec 1 gramme d'alcool dans le sang, le conducteur dit ne pas avoir vu tous les dispositifs de signalisation mis en place sur la chaussée. Un chauffeur inculpé pour homicide involontaire par conducteur en défaut de permis de conduire valide et en état d'alcoolémie. On fait le point avec le procureur Patrick Desjardins au micro d'Olivier Félix. Compte tenu des faits tels qu'ils se sont déroulés, plusieurs chefs de mise en examen ont été sollicités par le parquet. Le premier et le plus grave, c'est évidemment l'homicide involontaire, puisqu'il est reproché à l'intéressé d'avoir causé la mort d'une victime, un ouvrier de route de Guadeloupe. Donc homicide involontaire par conducteur avec 2 circonstances aggravantes. Le défaut de permis de conduire valide. On sait que le permis de conduire de l'intéressé avait perdu la totalité de ses points. Et également l'état alcoolique dans lequel se trouvait l'intéressé au moment de la conduite. C'est le premier chef. Et les chefs suivants, c'est les blessures involontaires qui ont été infligées aux autres victimes. Je rappelle que sur la scène, 13 personnes étaient présentes au moment de l'accident. 6 d'entre elles ont été blessées, auraient pu être très grièvement blessées. L'une d'elles est décédée. Donc pour les 5 personnes blessées, ce sont des blessures involontaires aggravées par 2 circonstances. Et puis pour les autres personnes qui n'ont pas été touchées, il s'agit d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui, et le tout avec évidemment un défaut de maîtrise de l'intéressé. Pour mémoire, on a eu effectivement un premier accident matériel sur les coups des 1h du matin avec les services de route de Guadeloupe qui arrivent avec leur véhicule de signalisation, donc qui est largement visible avec les flèches de rabattement, plus les lumières gendarmerie, plus la signalisation, les gilets jaunes. Concrètement, il était difficile de ne pas voir ce corridor de sécurité sur la Nationale 1, qui, je le rappelle, à 1h du matin, où la circulation n'est pas forcément la plus dense. Un gros contrôle a été organisé par les militaires de l'escadron départemental de sécurité routière. Contrôle qui a certainement permis de sortir de la route d'éventuels conducteurs dangereux pour eux-mêmes, mais aussi et surtout, avant toute chose, pour les autres conducteurs. On intervient sur une scène quand on est appelé, on se prépare à ce qu'on peut rencontrer. Simplement, on ne s'attend pas à être finalement un petit peu les victimes de ce suraccident, avec des conséquences qui auraient pu être dramatiques, je le rappelle. Si le dispositif de sécurité n'avait pas été tel, aujourd'hui, je serais peut-être en train d'être auprès des familles de mes militaires ou à l'hôpital. 0,52 mg par litre d'air, ça signifie on multiplie toujours par 2 pour connaître le grammage dans le sang. Donc on est ici face à un individu qui avait 1,04 g dans le sang au moment de l'accident. Donc un taux qui est évidemment beaucoup trop important par rapport à ce que la loi autorise. Et au vu de la recrudescence des cas d'accidents vasculaires cérébraux à tout âge, eh bien, l'Agence régionale de santé sensibilise sur les symptômes. Une réaction rapide peut vous sauver la vie ou permettre de limiter les séquelles. Alors, autant bien les connaître. Le reportage. On constate de plus en plus que les patients viennent aux urgences, mais un peu plus tard. Et quand on leur dit de venir un peu plus vite, c'est pas vite après l'arrivée aux urgences, mais le vite, c'est vraiment à partir du début des symptômes. Et il faut que cela soit vraiment intégré. Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des 4h30, c'est simplement pas possible d'agir parce que on va simplement nuire aux patients et on n'est pas là pour ça. Comme l'a rappelé aujourd'hui le docteur Akrom Bessi de l'équipe neurologie du CHU, les signes reconnaissables ont été rappelés, notamment dans le logo VITE, V-I-T-E. Les 3 premiers étant effectivement la reconnaissance des signes, et le dernier, le E, c'est l'extrême urgence, en fait, à reconnaître ces signes et à appeler le 15 si un de ses proches est concerné par ces signes. On a 2 types d'AVC. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est soit le vaisseau sanguin qui est rompu, ou alors c'est un caillot qui a migré dans la circulation sanguine et qui a provoqué cet AVC. Dans l'un ou l'autre des cas, la souffrance cérébrale est générée et les causes sont différentes lorsque c'est une rupture de la terre ou lorsque c'est un caillot qui a migré. Ce qu'on attend, c'est bien sûr de rappeler sans cesse à la population effectivement la reconnaissance de ces signes. Il faut vraiment que ça devienne instinctif. Il faut que ça soit naturel de vite reconnaître ces signes pour justement vite pouvoir appeler en extrême urgence donc les services de secours pour que la personne puisse être dans des délais très très rapides, être pris en charge, parce qu'on sait que passer ces délais qui sont vraiment très très courts, on peut avoir des conséquences très très graves et voire même définitives une fois que l'accident a été diagnostiqué. Lorsqu'il s'agit de la rupture de la terre, la cause la plus importante, la cause qui doit être vraiment connue de tous, c'est l'hypertension artérielle. Et lorsque un patient hypertendu présente un pic de tension, cela peut évoluer simplement, aller rompre la terre et donner un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et en l'occurrence, l'AVC, c'est un phénomène très général, pour le coup, qui touche la planète entière, mais qui nous concerne, nous, particulièrement en Guadeloupe, parce qu'on sait qu'on est concerné par des problématiques telles que le diabète et l'HTA, donc l'hypertension artérielle. Et comme le disait le docteur Akrom Bessi, c'est une association de malfaiteurs, comme on dit, parce qu'elle a les plus graves conséquences et elle fait que de nombreuses personnes ici sur le territoire sont concernées par les accidents vasculaires cérébraux. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et à l'occasion de la semaine de la démocratie scolaire, les jeunes s'engagent pour l'environnement. Les lycéens de Charles-Coueffin ont signé aujourd'hui une charte écologique pour adopter le bon comportement au quotidien. Ils devront aussi transmettre tout ce qu'ils ont appris. Le reportage. Alors la démocratie scolaire, c'est donner une grande responsabilité depuis l'enfance en tant que citoyen qui a des choix à faire, en réfléchissant aux conséquences des choix que nous faisons. Mais quand on est dans le milieu scolaire et qu'on veut se comporter en citoyen, déjà petit comme ça, il faut poser les bonnes bases, les bonnes habitudes. Et nous parlons beaucoup d'éco-citoyenneté, c'est-à-dire que l'écologie doit faire partie de notre fonctionnement naturel. Nous parlons aussi de citoyenneté positive où les enfants déjà ont une responsabilité, où ils doivent l'intégrer depuis l'école. J'ai retenu qu'il ne fallait pas jeter des déchets par terre et qu'il faut aussi trier et qu'on peut faire du compost avec des épluchures de pommes de terre, de pommes ou de bananes. Et qu'on peut aussi aider nos parents à ne pas jeter des choses par terre. De montrer l'exemple aux autres qu'il ne faut pas polluer et de les aider et de montrer à nos parents. Cela représente un grand coup, ce sera une grande évolution pour les Antilles. Ça va permettre de connaître la Guadeloupe. À part ça, comme le monsieur disait, Sakdiri Café, Grandiri Café Sakdiri, du coup ça va permettre de sensibiliser un peu tout le monde à petite échelle, après à grande échelle et après essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Pour moi, je suis heureux de participer à cette charte parce que moi, je me dis toujours, il n'y a pas de petites actions. Tous les jours, mes parents, parfois, ma famille ne fait pas toujours les bonnes actions et là, je me rends compte de quelles actions sont bonnes et quelles actions ne le sont pas.
Et grâce à cette charte qu'on va signer, je saurai qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ma famille et même plein d'autres gens à faire ces bonnes actions au quotidien. Je trouve qu'il faut quand même sensibiliser les jeunes, même plus petits que moi, les jeunes, les plus jeunes, les enfants, à être plus écolos. Et plus tard, peut-être qu'ils vont montrer l'exemple, comme nous. Du coup, c'est ce qu'on nous demande de faire, de montrer l'exemple. Et plus tard, avec nos enfants, on dira que oui, il ne faut pas faire ça, il faut plutôt faire ça. Il y a aussi cette solution, etc. On parle de démocratie d'ailleurs, qui induit que la France se doit d'aider les anciennes colonies à tendre vers l'autonomie et l'indépendance. Souvent abordée, l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe ne se concrétise pourtant pas. Contrairement à la Guyane, Saint-Martin ou la Martinique, la réflexion se poursuit encore et encore. Mais un jour, il faudra se décider. Alors, des élus organisent des sessions d'information pour expliquer les tenants et aboutissants d'une telle modification de la loi. Le reportage. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est la nécessité qu'il puisse y en avoir d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est la nécessité qu'il puisse y avoir une véritable stratégie de communication, d'information, d'explication. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette nécessité de pédagogie pour bien expliquer et que la population, aussi bien que les élus, puissent s'imprégner de ces différentes questions. J'ai une grande expérience de ce combat politique mené depuis très longtemps pour un changement de statut pour mon territoire. Donc il fallait que je témoigne et que je fasse preuve d'humilité pour démontrer que le principe essentiel qu'il y a aujourd'hui est d'aller vers une évolution statutaire pour nos territoires dans un rapport de partenariat avec l'État français. À travers les exposés des intervenants, il faut aussi une méthode pour construire ce projet, cette vision, une méthode aussi pour convaincre la population. Mais le lien, tout cela, c'est la confiance. La confiance, donc on le sait très bien, toute discussion sur l'évolution institutionnelle statutaire ne pourra avoir un sens si le Guadeloupéen se rend compte que cela pourrait permettre d'améliorer son quotidien ou en tout cas répondre aux différents problèmes du quotidien. Et ce sera notre responsabilité à travers le projet que nous allons proposer, à travers notre vision de pouvoir convaincre les Guadeloupéens et obtenir leur confiance. Je suis convaincu que nous n'avons pas besoin de nous séparer de façon définitive avec la France. Nous aurons le temps d'aller vers l'indépendance. Mais pour l'instant, une autonomie intelligente, comme nous l'avons vu pour d'autres territoires, je pense à la Polynésie, je pense à la Nouvelle-Calédonie, eh bien, nous permettra d'aller de l'avant et de construire le pays Guyane en Amérique du Sud, en Amazonie, dans des rapports avec nos voisins qui seraient fructueux et qui seraient des rapports d'intelligence politique, économique, géographique, sociale et culturelle pour faire évoluer notre pays. Retour sur le symposium autour des enjeux énergétiques à la médiathèque du Lamentin. Une occasion pour Gérald de Bougré de montrer comment la Guadeloupe peut aisément faire face à la crise énergétique mondiale qui se profile. Géothermie et hydrogène vert sont ses credos et des solutions concrètes pour le futur. Regardez. Cette conférence, elle s'inscrit dans la logique de travaux que nous avons commencés il y a 20 ans. L'actualité telle qu'on la connaît aujourd'hui, sur fond de guerre en Ukraine, Russie et peut-être même Troisième Guerre mondiale, nous laisse à penser que nous avions fait les bons choix, nous avons bien étudié les choses il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années, et qu'aujourd'hui, donc, nous informons la population au sens large du terme, aussi bien la population guadeloupéenne par ailleurs et caribéenne en complément, pour anticiper pour en tout cas démontrer comment le travail que nous avons fait ces dernières années, que nous continuons de faire, nous permet d'anticiper, ou en tout cas d'avoir des solutions, là où aujourd'hui beaucoup de pays, et donc beaucoup de citoyens, n'ont que des problèmes à se partager, quoi. On est
contre personne, mais à un moment donné, même la première ministre, Madame Elisabeth Borne, en sortant d'une réunion il n'y a pas très longtemps, elle a bien dit que les énergies renouvelables sont génératrices d'énormément de revenus et qu'il serait temps de penser à faire en sorte que la redistribution des richesses provenant de ces unités industrielles puisse être mieux répartie et le plus localement possible. Notre avenir est entre nos mains et aujourd'hui on a un grand ingénieur, M. Bougré, qui vient nous expliquer que c'est possible. Alors pour moi c'était important de venir et de pouvoir écouter et de pouvoir saisir cette opportunité et j'encourage chaque Guadeloupéen puisqu'apparemment c'est un projet qui va faire une sorte de caravane à travers tout le territoire. Venez écouter, désormais nous sommes riches et il faut que tout le monde le sache. Et nous en fait, Guadeloupéens, on s'est réunis, on a réfléchi, on a mis notre intelligence collective en synergie pour pouvoir aujourd'hui être en mesure de passer dans toutes les communes de Guadeloupe pour leur dire voilà, vous avez ça en disposition quand vous voulez, vous pouvez adhérer, vous pouvez participer, personne ne vous empêche et vous pouvez donc vous impliquer pour faire en sorte que les problèmes que vous avez, vous pouvez les résoudre de vous-même, par vous-même et ainsi de suite. Gérald Bougré qui souhaite effectivement que les Guadeloupéens deviennent propriétaires de leur propre centrale géothermique et effectivement donc produire leur propre électricité qui serait revendue notamment à bas coût ici en Guadeloupe mais qui pourrait être aussi exportée dans les autres pays de la Caraïbe. Il a déjà même pensé et commencé à établir un partenariat avec l'île de la Dominique par exemple. En tout cas le projet reste exceptionnel. Et notez que le sentier de la Soufrière est temporairement fermé au public. Suite au passage de Fiona, des éboulements se sont produits, coupant le tracé. Le reportage. On est sur le sentier de la Soufrière. Là, il y a un éboulement qui est parti suite à Fiona, suite à la tempête Fiona. Et là, vous voyez, la terre s'est décollée et voilà, la végétation est partie. Pour l'instant, le sentier est fermé. Là, on a fermé par l'arrêté de la directrice. Et là, il y aura le responsable des travaux. Il passera pour évaluer les différents travaux qu'on aura effectués sur le sentier pour que les gens découvrent le sentier de la Soufrière. Les éboulements sont relativement récurrents. À chaque fois, on dit « Ah, on n'avait jamais vu ça ». Bon, c'est parce qu'on n'a pas de mémoire. Mais c'est assez régulier et ça fait partie justement de la surveillance qu'assurent les agents du parc pour voir si d'une semaine à l'autre il n'y a pas eu un problème qui puisse mettre en péril la sécurité et la vie des randonneurs. Il est certain que des épisodes pluvieux importants comme la tempête Fiona, c'est pas tous les jours. Et c'est ce qui fait que dans un premier temps, on dit stop, là, il ne faut pas y aller. Il faut qu'on aille voir qu'est-ce que ça a fait comme dégâts. Surtout lorsqu'on a vu ce que ça a fait en aval, on se dit qu'en amont, il y a peut-être quelque chose aussi. Et donc, une fois qu'on a inspecté les lieux et qu'on a vu qu'il y a danger, on dit aux gens non, il ne faut pas y aller. Il faut attendre un peu, d'une part, que les sols se ressuient, que l'eau s'en aille, et puis ensuite que les agents du parc puissent faire des petits travaux pour réhabiliter les zones d'éboulement comme celles qu'on a vues tout à l'heure, de telle sorte qu'on puisse progresser en toute sécurité sur les sentiers et dans le parc national. Mais on n'a pas évalué à peu près le nombre de temps pour la fermeture, mais je pense que d'ici 1 mois ou 2 mois, on attend que la nature remette des choses en place et comme ça, ils pourront revenir à la Soufrière. C'est la nature. La nature fait ses choses comme ça et voilà, on laisse faire la nature. On a déjà sécurisé dans l'arrêté, plus les différentes barrières qu'on a positionnées en bas. Et là, le sentier est fermé jusqu'à nouvel ordre. Un reportage signé Michel Depape. Et dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, la ville de Saint-Claude réaffirme sa volonté d'utiliser la biodiversité comme levier de développement économique. Et pour illustrer les potentialités du territoire, le docteur Henri Joseph animait une conférence débat. Pour ce défenseur du terroir, on ne doit plus partager la pauvreté, mais la richesse. Le reportage. On était dans la semaine européenne de développement durable. On a voulu justement s'axer sur le volet transition écologique, l'écologie et surtout sur toute la notion de la biodiversité. Nous avons été lauréats justement de l'Atlas communal de la biodiversité et on s'est dit véritablement qu'on partait sur une démarche, une programmation sur déjà la sensibilisation des scolaires la veille et puis derrière enchaîner sur une conférence avec quelqu'un qui est réputé dans la matière mais c'est surtout qui est expert.
Henri Joseph. Moi, j'étais particulièrement heureux de voir un amphi à l'université de Saint-Claude rempli, en fait, de jeunes, de moins jeunes. Et je vois que la biodiversité, la diversité de vie, ça passionne. Les gens ont posé beaucoup de questions très pertinentes. Qu'est-ce qu'on fait de cette biodiversité? Comment on va faire pour nous développer à partir de nos richesses? Moi, je dis maintenant, on est riche de cette biodiversité. C'est 3800 espèces de plantes, c'est 220 espèces comestibles, c'est 625 plantes médicinales. Donc, on a tout pour se développer. Et on ne doit plus partager la pauvreté. Maintenant, on doit partager la richesse. Très, très, très instructif, très riche. Il faut dire que le docteur Henri Joseph est un brillant pédagogue. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. Enfin, personnellement, moi, j'ai beaucoup appris. Et les échanges qui ont été faits par la suite aussi ont été enrichissants. Je crois sincèrement, et l'objectif, c'est faire de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire en basant nos richesses sur ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Ça, c'est du projet. Et on part pour le mois du créole au Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre. Vous le savez, les locaux sont occupés par des artistes qui le font vivre assez bien, on doit le dire. Le reportage. Jeudi, c'est 1er octobre. Et 1er octobre, c'est premier jour à mois créole. Qui donc nous voulons chouquer mois créole dans un bic là, ça, un bic à résistance. Et pour montrer, il faut nous prendre l'esprit à mois créole. On semblait populaire. Aussi là, mon Guadeloupe qui a considéré l'angayo et qui a travaillé dans l'entourage l'angayo, qui a beaucoup canté dans l'entourage l'angayo, qui a aimé l'angayo, d'avoir dit dans l'angayo, ni messer l'habitude ayo, ni kilti ayo, ni vivation ayo, ni toute l'identité ayo. Qui donc jeudi, 1er octobre, c'est premier jour à mois créole et nous savons pendant tout le mois là, nous retourner dans toute bande île Guadeloupe. Et pour canter et travailler à l'angla et kilti là. Et nous là aujourd'hui jour pour nous parler des belles théâtres kilti. Et c'est vrai que nous controns un cacla à toute pour créole l'édition d'Aigle Marron. Et on paraît à mon pour dire que 1er octobre là ça nous a marqué début à mois créole. Et pendant un mois nous avons ouclé l'angla et nous avons demandé aussi que tout le monde ouclé l'angla qui a dans maqué à yo. Quand on a envoyé un petit message, c'est mettre créole là pour mettre l'angla devant et quand on a mis créole là devant, nous avons mettre nous aussi devant. C'est très important. Alors son travail qu'on continue à faire parce que son travail en tout cas fait en symbiose avec Chantal Loyal en France et en pays de métropole qu'on sorti d'Italie là. Et on a continué à faire avec M. Tony Mango. Et ça, on a trouvé ça. Ça veut dire que si ça a arrêté, c'est qu'on ne va pas habiter l'angle vallée. Et M. Tony Mango a promouvoir et on a constaté que pas ni plus belle vite que ça. Nous avons invité tout le monde à rentrer dans le ballon à créole là, rentrer dans le ballon à kilti là, pour nous payer chouquer à nos bitins qui cassent nous et qui tombent. Beaucoup de force et de courage à tous les acteurs culturels. Et notez que suite à l'avis défavorable émis par la sous-commission consultative départementale pour la sécurité et contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, a décidé de la fermeture provisoire du hall des sports Paul Chonchon à côté du 3 octobre 2022, donc à côté d'aujourd'hui. Cette fermeture répond donc à un objectif de mise en sécurité du site. Des mesures immédiates et urgentes doivent être prises, tant en termes de travaux nécessaires à la sécurité des usages que d'effectifs d'agents des services de sécurité incendie et d'assistance. Les associations sportives et culturelles seront donc redéployées dans d'autres espaces de la ville. Donc fermeture du hall des sports Paul Chonchon à compter d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas effectivement que depuis vendredi dernier, voire peut-être même avant, pour le coup, eh bien, vous ne pouvez pas consommer l'eau du robinet sur les communes de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Et on a aussi un problème de pollution donc sur le bassin des Amours à Gourbert, mais aussi sur la plage de Rivière-Sens. Les taux de matière fécale semblent y être très élevés et le relevé, effectivement,
Le relevé date du 22 septembre dernier. Hein. Donc bon, il y en a déjà qui y sont passés. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir, on va commencer par le bas. Bonsoir à Eddy Félix, bonsoir à Marie Rutil, à Marius Labissi, à Jocelyne Tessonneau. Bonsoir et bisous à Maggie Delaney. Oui, bravo au docteur Henri Joseph. Franchement, c'est un très bon porte-parole hein, pour tout ce qui est production locale. Il est à fond, il soutient aussi le projet de géothermie, enfin tout ce qui peut aider à développer la Guadeloupe. De toute façon, en général, il est pour. Bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Mouton Lucide, à Lina White, à Claudie Giraud-Girard, à Gilles Julien, à Odile Zingilé, bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Odia Villeroy qui nous dit une pensée pour les grands frères et nos soignants face à cette injustice. Oui, c'est vrai que ça va faire combien? Ça va faire 10 mois. 10 mois que les grands frères sont incarcérés. Il faut savoir qu'ils sont sous mandat de dépôt. Ils n'ont même pas encore été jugés. Ils sont sous mandat de dépôt et incarcérés. On rappelle également qu'il y a une partie d'entre eux qui a été incarcéré en France hexagonale et un d'entre eux a été libéré. Donc sur les 7, il y en a un qui a été libéré et je crois 3 en Guadeloupe, 3 à Fonsarail et 3 qui sont en hexagone incarcérés depuis bientôt 10 mois. Et ça fait réfléchir effectivement puisque bon, ils n'ont pas encore été jugés mais d'ores et déjà finalement entre guillemets condamnés d'une certaine façon. Et je voulais vous faire part d'une petite information qui m'avait un petit peu choqué, à savoir qu'un haut fonctionnaire français donc qui travaille au ministère de l'économie, donc à Bercy, a écopé d'une peine de prison de 1 an. Il a pris 1 an ferme donc pour récidive parce que visiblement il collectionne des images pédopornographiques et donc là il s'est fait choper, donc c'est la 2e fois qu'il se fait choper, donc récidive, et il s'est fait choper avec 45 000 fichiers pédopornographiques, donc en l'occurrence des viols d'enfants, des viols d'enfants à partir de 6 ans, et donc il a pris 1 an de prison. 1 an de prison. Ça laisse à réfléchir. Bonsoir également à Evelyne Robin, bonsoir à Annie Curier, bonsoir à Viviane Coton qui nous dit qu'il y avait du mouvement AgroCap Petit Canal. Ah, il faut nous en dire plus, il faut nous donner le frais. Bonsoir à Moïse Tézénas, bonsoir à qui d'autre, à Fabien Médian 97, à Yvonne Dacour, à Coco DLX, bonsoir à Teddy Bamberg également, à Marie-Hélène Borès, à Perle de Caruquera, et ce sera tout pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10. Je vous rappelle que je partage aussi un peu d'actu sur mon Instagram. C'est un peu différent, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.